L'histoire de la condition des femmes afghanes est faite d'une succession d'avancées et de régressions. Certes, les femmes afghanes ont obtenu le droit de vote dès 1919 et diverses politiques de libéralisation, notamment dans les années 60, puis dans les années 80, ont permis aux femmes d'étudier, de travailler et de porter un simple hijab. Même si ces progrès ont essentiellement concerné la capitale, Kaboul, et les classes intellectuelles aisées, que les traditions ancestrales et patriarcales ont perduré dans les zones rurales, c'est important de le souligner car cela montre la réalité de l'histoire des femmes afghanes. Elles aussi ont eu des conquis. L'arrivée au pouvoir des talibans en 1996 a marqué une nette régression des droits des femmes, leur interdisant l'accès aux études et à une vie professionnelle. Après l'intervention militaire occidentale de 2001 et depuis 20 ans, des avancées en matière de droits des femmes ont eu lieu, même si, nous le savons bien, les difficultés et les violences ont perduré. Les jeunes filles ont pu étudier, les femmes travailler, devenir journalistes, médecins, policières, juges, athlètes ou parlementaires. Depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021, ces femmes et ces filles vivent dans la peur. Elles craignent pour leurs droits, leur liberté, voire pour leur vie. Aucune femme ne fait partie du gouvernement nouvellement établi. Le ministère de la Condition féminine a été supprimé et remplacé par le ministère de la Propagation de la Vertu et de la Prévention du Vice, tout un symbole. Aujourd'hui, de nombreuses femmes vivent cloîtrées, par contrainte ou par peur de sortir de chez elles. Elles sont victimes d'exactions au quotidien, ne peuvent aller travailler ni participer à la vie publique. Leurs visages et leurs corps sont effacés de l'espace public, des affiches et des rues. C'est sur cette situation dramatique que nos intervenantes et intervenants vont nous permettre de nous pencher ce matin. Notre premier intervenant sera M. Karim Pakzad, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de recherche internationale et stratégique, spécialiste de l'Afghanistan. Il nous permettra d'inscrire la question de la condition féminine en Afghanistan dans une perspective historique. Nous sommes intéressés par le regard qu'il porte sur les progrès opérés ces dernières années. Était-il si fragile qu'une telle régression ait été aujourd'hui possible ? Je donnerai ensuite la parole à Mme Nassim Majidi, chercheuse et fondatrice du centre de recherche Samuel Hall sur les migrations et le développement basé à Kaboul, Nairobi et Tunis. Elle est d'ailleurs actuellement à Nairobi et interviendra en visioconférence. Elle nous présentera notamment ses travaux sur l'exil des femmes afghanes depuis 40 ans et son analyse de la situation des femmes dans la société afghane aujourd'hui. Elle nous dira aussi si l'on constate, comme par le passé sous les talibans, une différence entre les femmes habitant les grandes villes et celles des zones rurales. Notre troisième intervenante sera Mme Fahimeh Robiol, consultante chargée de cours à l'ESSEC et aux universités de Téhéran et Kaboul. Elle a organisé depuis 2009 divers programmes de formation à destination des femmes leaders afghanes. Elle nous les présentera et pourra nous dire les difficultés auxquelles elle a pu faire face, mais aussi les beaux exemples de réussite et d'émancipation qu'elle a pu rencontrer. C'est également par son intermédiaire que nous pouvons accueillir ce matin Farida Momand et Zeinab Salem, qui témoigneront dans la deuxième séquence de notre table ronde, et je les en remercie. Je laisse sans plus tarder la parole à M. Karim Pakzad. Voilà. Bonjour. Je dois présenter d'abord mes remerciements à Madame la Présidente pour m'avoir invité à parler d'une question aussi sensible, d'une question qui tient vraiment à cœur pour moi, pour plusieurs raisons. Même si je travaille, mon champ d'études à l'IRIS, c'est la géopolitique, c'est les relations internationales, mais cette question des femmes en Afghanistan me touche vraiment pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis né en Afghanistan. Il y a longtemps. Et au cours de ma vie en Afghanistan, d'abord en tant qu'étudiant,
dans les années 60, ou à la fin des années 60, où quand j'étais enseignant à l'université de Kaboul au début des années 70, j'étais témoin de la situation des femmes en Afghanistan. D'abord, il y avait eu mes camarades de classe, des étudiantes à l'université de Kaboul, où ils habillaient exactement comme les Parisiens. Hein. C'était à la fin des années 60, c'était le mode de la mini-jupe. Mais en fait, ils n'étaient pas embêtés dans les rues, parce qu'on assistait à un début de la libéralisation et un début d'entrée des femmes dans la vie de la société. Mais ces femmes-là, en fait, constituaient une infime minorité, pas seulement dans le pays, même à Kaboul, la petite ville de l'époque à Kaboul, même à Kaboul, ils constituaient une petite minorité des femmes. Donc voilà, ces dernières années, on a beaucoup vu des photos de ces femmes-là. Certains journalistes expliquaient que voilà, en Afghanistan, il y avait eu des situations très très favorables pour les femmes étaient libérées, etc. Mais en même temps, voilà, je donne cet exemple parce que cet exemple montre toutes les contradictions, tous les débats qui existent en Afghanistan autour de la question des femmes. Et notamment lorsqu'aujourd'hui on parle de violation des droits de l'homme, de la répression contre les femmes, etc. Et puis on glorifie et même on a un regard idyllique sur ce qui se passe en Afghanistan, ce qui s'est passé pendant ces 20 dernières années avec la présence de la communauté internationale sur les conditions féminines en Afghanistan. Mais la situation est beaucoup plus complexe que ça. Ensuite, Madame la sénatrice Laurence Cohen a donné un résumé de la situation. Aussi bien de la situation de ces dernières années et surtout la situation actuelle où vraiment on assiste à nouveau à un régime obscurantiste en s'appuyant sur la charia. Fondamentalement sur la charia et non pas sur des lois, non pas sur la Constitution qui n'existe pas, refuse les droits élémentaires pour les femmes. Or, pour répondre à deux questions que vous avez posées, d'abord, est-ce qu'il y a eu quand même des progrès en Afghanistan ces dernières années? La réponse est oui. La réponse est oui. Vous avez mentionné les femmes qui travaillaient en tant qu'institutrices, en tant que des employés du secteur de la santé, notamment des ministres, des députés. Les femmes ont été, comme vous avez mentionné, entrées dans l'armée, etc., etc. Donc, il y avait eu un progrès. Pourquoi ce progrès? Essentiellement, ce progrès est dû à l'éducation. Voilà. Je crois que l'essentiel, la plus grande, ou l'une des deux plus grands succès de la communauté internationale en Afghanistan ces 20 dernières années, c'était d'abord l'accès à l'éducation, l'accès aux écoles pour les filles, pour les femmes, l'accès au travail, mais deuxièmement, c'est la presse libre. L'Afghanistan, c'était un pays où la presse était libre, que je peux affirmer sans crainte que c'était une presse la plus libre de la région.
Mais c'est contradictoire. Enfin, c'était la volonté des pays occidentaux d'obtenir, s'ils ne pouvaient pas gagner la guerre sur le plan militaire, au moins d'obtenir quelque chose sur le plan social, culturel, pour au moins justifier leur présence, pour au moins justifier 2000 milliards de dépenses militaires. Or, voilà, mais cet accès à l'école, c'était fondamental. Si la situation poursuivait, c'était le fond même des progrès à l'avenir en Afghanistan. Maintenant, même depuis ces dernières années, même depuis, on peut dire depuis 20 ans, en fait, d'après les statistiques qu'on regarde sur le site de l'UNICEF, l'apogée d'entrée des filles à l'école se trouve en 2011. C'est-à-dire, en 2011, il y a eu à peu près 69% des filles afghanes allaient à l'école. Mais depuis cette année-là, malheureusement, la courbe descend. Les chiffres baissent. Pourquoi les chiffres baissent? Plusieurs raisons. D'abord, c'est à partir de cette date-là qu'on savait que les États-Unis ne pouvaient pas gagner cette guerre. On savait que les talibans contrôlent une vaste partie du pays, dans les campagnes, hein, dans les provinces. Il ne contrôlait pas des grandes villes, mais il avait la main sur un grand vaste pays. Et parfois, il brûlait même les écoles. Donc, ces deux éléments ont fait que les chiffres ont baissé. Et en juin 2020, c'est-à-dire il y a à peu près un an, 10 000 enfants, dont 60% des petites filles, n'avaient pas accès à l'école. En 2020, ça veut dire, bon, là, je ne peux pas parler d'aujourd'hui, où si les talibans suivent la pression internationale, c'est parce qu'ils essayent de chercher une reconnaissance. Bon, ils ont permis aux filles d'aller à l'école dans certaines provinces du nord ou à l'ouest, je veux dire des classes secondaires, mais dans le reste du pays, la totalité du pays, l'école est fermée pour les femmes. En ce qui concerne l'accès au travail, bon, ils ont obligé pour ces écoles qui sont ouvertes, notamment pour les filles, de s'adresser aux institutrices, parce qu'ils ont interdit aux hommes d'enseigner. Vous voyez, à ce point, la situation est extrêmement grave. Et d'ailleurs, il manque d'institutrices. La raison est simple. La répression, malgré les annonces officielles, est telle en Afghanistan qu'une grande partie de ces femmes intellectuelles qui ont fait des études ou qui ont milité dans des associations culturelles, défense des femmes, etc., vivent dans la clandestinité. Des milliers de membres actifs de la société civile et des associations féministes en Afghanistan, aujourd'hui, se trouvent en Afghanistan. Ils n'ont pas été évacués. Il faudrait savoir ça, notamment alors la France. C'est le dernier pays qu'on peut parler dans cette matière. Bon, comme vous avez souligné également, deuxième raison, c'est l'accès au travail, voilà. Mais je ne vais pas tomber moi-même dans une vision idyllique. Bon, il y a eu des points qui n'allaient pas. À titre d'exemple, il est d'accord que les femmes ont occupé des postes importants dans le gouvernement. Mais la plupart de ces femmes, pas toutes, mais la plupart de ces femmes étaient en poste selon des critères ethniques, l'appartenance à une ethnie dominante, ethnie de président de la République, ou par la volonté de certains pays étrangers. Vous voyez, à titre d'exemple, l'Afghanistan avait 12 ambassadrices à Washington.
Or, tout le monde sait que la capitale américaine, c'est très demandé. Hein? C'est là qu'un diplomate français est nommé à la fin de sa carrière, lorsqu'il a acquis suffisamment d'expérience, qu'il a servi dans d'autres capitaux, et il va à Washington ou à Londres. Or, une jeune fille qui n'avait pas de diplôme approprié et ni aucune expérience en matière de diplomatie était nommée ambassadrice à Washington pour faire plaisir à l'opinion américaine, au Sénat et au Congrès américain et à Hillary Clinton. Voilà, je peux continuer des exemples de ce genre. Je ne sais pas si, je ne vois pas bien si c'est monsieur l'ambassadeur, M. Marlowe qui est là ou non. Non, alors... en 2016, j'étais... Ce ne sont que 2 sénateurs, là, ne sont pas encore ambassadeurs. Et sinon, c'est l'Institut du Sénat, donc la promotion, donc non. D'accord, je sais bien, je pensais... j'ai fait plusieurs voyages officiels en Afghanistan pendant ces 20 dernières années. Au cours d'un tel voyage, M. Marlowe, à l'ambassade, a organisé une réunion pour que je rencontre des activistes de la société civile, des femmes. Bon, évidemment, parmi ces femmes, une fois, j'ai rencontré une femme très élégante, un peu moins de 30 ans. Quand je me suis adressé à la langue du pays, elle ne parlait pas. Il venait directement, il était né aux États-Unis, il était éduqué, formé aux États-Unis. Seulement, il a pu me dire qu'il est directrice de tel, je ne sais pas, tel bureau du ministère des Affaires étrangères. Récemment, le président de la République a nommé une femme ministre de l'Éducation, le poste le plus important, surtout pour les femmes. Or, cette femme ne parlait pas l'une des 2 langues officielles du pays, il parlait très peu le deuxième. La première décision qu'a prise cette femme, c'était de proposer d'envoyer les enfants primaires étudier dans les mosquées. Vous voyez donc, quand on parle de la situation des femmes, quand on insiste sur le progrès qui ont été réalisés, qui étaient réels, en même temps, il faut parler de ce que n'allait pas. Vous avez mentionné, je ne vais pas être long, deuxième point que vous avez demandé, c'est est-ce que ces acquis étaient fragiles? Oui, on a vu qu'ils étaient fragiles, mais pourquoi ils étaient fragiles? La question principale, à mon avis, c'est cela. Pourquoi Alors, à cela, il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est la société afghane est profondément une société patriarcale, très conservatrice, où l'islam joue un rôle extrêmement important. La société afghane n'est pas le Kaboul. La société afghane seulement n'est pas les femmes, entre guillemets, libérées et actives de Kaboul. Parmi ces 39 millions d'habitants, au moins la moitié d'entre eux, ce sont des femmes. Or, la situation des femmes traditionnellement en Afghanistan, c'est extrêmement mauvaise. Le crime d'honneur, c'est courant. La violence contre les femmes, pas seulement par le mari, par le frère de mari, par le cousin de mari. L'homme, le mâle de la famille, a le droit même de frapper ou taper une femme de la famille s'il pense qu'il a fait mal une chose. Vous voyez, c'est comme ça. Les Talibans sont des Pashtuns, essentiellement. Or, ils ont des codes sociaux millénaires entre ce qu'on s'appelle Pashtun Walais, c'est-à-dire les codes de Pashtun. Bon, l'un des éléments de ces codes est que la femme n'a aucun droit, au point où son mari décède, la femme appartient au frère de mari. Si le mari n'a pas de frère, la femme appartient au cousin.
Vous voyez, c'est la propriété de la famille. L'Afghanistan, c'était une telle société. Deuxièmement, OSCO. Pardonnez-moi, Monsieur Pakzad, c'est très intéressant et vous nous apportez beaucoup d'éléments. Mais si on veut que tout le monde s'exprime à égalité, une minute. Oui, bien sûr, une minute. Deuxième élément, c'est le chèque de state building par les Américains. Ils ont échoué dans l'établissement d'un État vraiment de droit. Le gouvernement d'Afghan, c'était le gouvernement le plus corrompu dans le monde. Tout au long de ces en 20 dernières années. Ensuite, les stratégies mal définies, mal appliquées de l'OTAN et des États-Unis en Afghanistan ont fait qu'on a vu ce pouvoir, ce gouvernement n'avait vraiment aucune autorité et en quelques jours effondré devant l'avancée des talibans. Or, voilà, cette situation montrait qu'en fait, les avancées acquises étaient vraiment fragiles. Merci, excusez-moi d'être long. Non, monsieur, vous êtes tout excusé, mais c'est effectivement, on a 3 tables rondes et donc pour arriver à être, mais vous allez pouvoir répondre à des questions et vraiment merci pour votre exposé extrêmement clair. C'est pas toujours facile de présider une séance quand il s'agit effectivement d'interrompre un propos qui était très intéressant. Donc maintenant, je vais passer la parole à Madame Nassim Majidi, qui est donc en visioconférence. Et je voudrais saluer l'arrivée d'Hélène Bidard, qui est maire adjointe aux questions d'égalité à la mairie de Paris. Allez-y, Madame Majidi. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui, très bien. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci de me recevoir aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui nous unit, celui de la situation des Afghans et aujourd'hui plus précisément des femmes afghanes. Quelques mots sur mon institution. Nous avons fondé en 2010 un centre de recherche en Afghanistan qui est toujours basé à Kaboul, du nom de Samuel Hall, c'est une chanson d'Alain Bachung, pour œuvrer à 2 niveaux. Amener des standards de recherche scientifique pour informer les décisions politiques, mais aussi humanitaires et de développement dans le pays, et former des jeunes chercheurs et chercheuses afghanes et afghans dans le pays. 2 d'entre eux sont d'ailleurs aujourd'hui étudiants à Sciences Po Lille et ont eu la chance de bénéficier de l'évacuation de l'ambassade de France en août. Nos recherches continuent aujourd'hui sur place et nous avons toujours donc un bureau actif et des autorisations de recherche qui nous sont données assez facilement de la part d'un mouvement qui se trouve aujourd'hui dépassé par les événements. Nous sommes entrés dans la 5e phase de la migration afghane en 40 ans. Donc une migration qui a toujours été soit voulue, soit imposée et qui est vraiment une source de survie et d'espoir pour les Afghans. Et cette phase a été déclenchée avec le calendrier donc, du retrait américain. Et nous avons tous vu l'engorgement, le fait qu'il ne restait plus qu'un point de sortie pour 38 millions d'Afghans en ce mois d'août 2021. Nous avons vu les images dans les médias. Nous avons aussi vu souvent une foule d'hommes plus que de femmes qui pouvaient justement accéder à cette porte de sortie. Et c'est là déjà un premier constat. Les mouvements se faisaient depuis longtemps de manière légalement et irrégulièrement pendant des années. Et les hommes, pour beaucoup, sont partis. Aussi, avant cette crise, la crise de la pandémie, la crise économique, les violences successives et l'insécurité ont fait que les hommes sont pour beaucoup déjà partis du pays. Et les femmes restent souvent seules, enfermées chez elles, de peur de sortir. Au mois de mars, quand j'étais à Kaboul, au centre de la ville, et que je parlais à des femmes dont les hommes étaient déjà partis, elles me disaient qu'elles avaient peur de sortir, qu'elles étaient interdites de sortir aussi par leur beau-frère ou leur belle-famille, parce qu'en l'absence de leur mari, elles doivent se cacher. Cette phase est encore plus complexe, cette phase de la migration et cette phase de cette crise dans laquelle on se trouve, puisqu'on ne voit pas de sortie en masse ou de mouvements significatifs de migrants afghans. On ne voit pas beaucoup de femmes sortir du pays. Pourquoi? Parce que les frontières leur sont fermées et que les Afghanes se retrouvent maintenus, contenus, contrôlés dans un pays par les normes dont M. Pakzad vous a parlé,
mais aussi tout simplement par le fait que les vols commerciaux ont cessé, les passeports sont de plus en plus difficiles à obtenir, et de même pour les visas, laissez-passer et autres droits de voyage dont elles ont besoin aujourd'hui. Et je vais revenir sur ces points. Donc on est vraiment arrivé à un espace de droit interdit dans la région. Les pays voisins ne reconnaissent pas de protection aux Afghanes aujourd'hui. Donc les portes des pays voisins sont fermées. Elles n'ont pas le droit à cette protection internationale et au sein de leur pays, elles sont persécutées. Donc j'aimerais revenir sur 3 points qui vraiment nous parlent de cette situation de danger et de persécution pour les femmes. 3 points, je les énonce. La place des femmes dans le conflit et dans la crise humanitaire, les crimes et les violences contre les femmes. Et finalement, j'aimerais finir sur l'accès à la documentation civile et au regroupement familial, puisqu'on peut agir là-dessus. Donc tout d'abord, quelques chiffres. 3 mois après la chute de Kaboul, on parle aujourd'hui, les estimations nous disent que près de 23 millions d'Afghans pourraient souffrir de la faim cet hiver. 1 million d'enfants mourront de faim et 98% du pays se trouvera sous la ligne de pauvreté selon le PNUD. Les femmes afghanes, elles, celles qui peuvent s'exprimer, ont déclaré que les Afghans sont obsédés, et c'est le mot qu'ils utilisent, par les activités quotidiennes des femmes, comment elles peuvent s'habiller, comment elles peuvent se comporter, plutôt que justement essayer de résoudre ces problèmes et ces besoins fondamentaux. Les filles afghanes sont de plus en plus exposées au risque de mariage précoce. L'un des exemples les plus médiatisés de ce phénomène est l'histoire de Parwana Malik, une fillette de 9 ans, vivant dans un camp de déplacés dans une province du pays, la province de Badris, qui a été vendue pour 2 000 € à un homme, un étranger, pour que ses parents puissent survivre. Ce genre d'anecdote est de plus en plus commun et on le sait, une des formes de protection et de danger le plus commun pour les fillettes aujourd'hui en Afghanistan. Et c'est vraiment un symptôme de la crise économique, humanitaire qui s'aggrave. Et les ménages afghans vont devoir de plus en plus prendre des décisions très difficiles pour survivre dans les mois à venir. En termes de déplacement interne, le conflit en Afghanistan a eu l'impact le plus lourd sur les femmes et les enfants déplacés. Quelques chiffres encore, et les chiffres vraiment nous manquent, mais nous avons eu quelques chiffres cet été. Donc le Haut Commissariat aux réfugiés qui nous explique que sur les demi-millions de déplacés internes depuis que le président Biden a annoncé en avril son intention de retirer les troupes américaines, 80% sont des femmes et des enfants. Donc le déplacement interne, les déplacements forcés, c'est aussi une crise du genre, une crise qui touche particulièrement les femmes. Ce qui les touche aussi, c'est qu'en termes de réponse à cette crise de déplacement, les talibans interdisent souvent aux femmes d'agir en tant que travailleuses humanitaires dans le pays. Donc, ce qui accélère aussi la catastrophe humanitaire. Donc, il y a des restrictions imposées dans tout le pays sur les secteurs dans lesquels les femmes peuvent travailler. Donc, oui, pour certaines, elles peuvent travailler dans l'éducation ou la santé, mais tous les acteurs humanitaires qui ont besoin de leurs travailleuses femmes sur place, aujourd'hui, ne peuvent pas avoir un accès garanti aux femmes et aux filles qui ont besoin d'aide. Maintenant, sur la violence faite aux femmes et les persécutions en Afghanistan, depuis la prise de pouvoir par les talibans, de nombreux rapports ont été faits. J'aimerais revenir sur un événement qui a eu lieu au début du mois. 4 militantes des droits des femmes, dont l'une qui est très connue, Frouzan Safi, ont été retrouvées mortes à Mazar-e-Sharif dans le nord, dans la province de Balkh. Il s'agirait des premiers décès connus de défenseurs des droits des femmes depuis la prise de pouvoir par les talibans, et encore une fois, celles que l'on connaît. Ce risque généralisé de violence contre les femmes et les filles en Afghanistan a conduit Amnesty International au mois de septembre 2021 à demander la reconnaissance prima facie du statut de réfugié pour les femmes et les filles. Donc c'est encore un point sur lequel légalement nous pouvons agir, c'est de reconnaître ce statut qui permet d'accorder une protection internationale à un groupe social persécuté, ce qui peut justement être utilisé aujourd'hui pour protéger ces femmes et ces filles. Cela permettrait d'accélérer les procédures d'asile. Et finalement, j'aimerais venir sur d'autres points sur lesquels nous pourrions agir et aussi des besoins, l'accès à la documentation civile et au regroupement familial.
Donc les femmes, comme je le disais, pour beaucoup, ont déjà été laissées pour compte avec leurs maris, les hommes de leur famille qui sont déjà partis. Elles ont besoin pour beaucoup d'un accès au regroupement familial. De nombreux membres des populations préexistantes, de réfugiés, de demandeurs d'asile, d'autres migrants, restent séparés de leur famille. Et donc les femmes restent en Afghanistan, séparées de leur famille, avec aucun moyen légal pour rejoindre leur famille. Nous savons que les ambassades ne sont plus ouvertes sur place. Les visas ne sont pas accessibles en Afghanistan. Et donc, de nombreux Afghans se heurtent à des obstacles administratifs considérables dans la réalisation de ce droit légal. Et donc, en particulier, les femmes. Un autre obstacle, avant la prise de contrôle du gouvernement par les talibans, la carte d'identité nationale, qu'on appelle la Tazkira, était le document d'identification le plus important en Afghanistan. Elle est indispensable pour accéder à l'éducation, à l'emploi, aux soins de santé, aux prêts, aux certificats de logement. C'est le document qui ouvre la porte à tous ces droits. Mais elles sont nettement moins répandues parmi les personnes déplacées et les femmes, une double marginalisation dont elles souffrent. L'Afghanistan présente le plus grand écart entre les sexes en matière de possession de pièces d'identité. Donc, le nombre d'hommes afghans en possession d'une Tazkira est 2 fois supérieur à celui des femmes afghanes. Et donc, compte tenu de l'histoire du conflit, compte tenu de la crise humanitaire et économique actuelle, depuis cette prise du pouvoir par les talibans, cette situation contribue à accroître la vulnérabilité des femmes, car leur capacité à accéder aux services et à l'aide, ou à même pouvoir demander un passeport pour partir, est réduite par rapport aux hommes. C'est une inégalité structurelle sur laquelle il faut travailler. Et pour celles qui ont des documents si rares et si recherchés, nombreuses femmes afghanes ont déclaré qu'elles cachaient leurs pièces d'identité, leurs diplômes, leurs certificats. Elles sont obligées de s'effacer, de se rendre invisibles par crainte des persécutions. Pour finir, les militants des droits des femmes sont là. Elles sont beaucoup plus vocales et déterminées que lors du premier passage des talibans. Elles ont participé à des manifestations au début de l'automne, continuent à travailler, même si elles craignent désormais pour leur vie. Elles se battent et elles sont prêtes à parler. C'est le cas des journalistes, hommes et femmes, que les talibans veulent rendre invisibles et silencieux. Mais les femmes sont prêtes à se battre parce qu'elles savent que l'avenir de leur pays se joue maintenant. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas attendre pour les aider. Et donc, je vous remercie de cet accueil aujourd'hui et de votre solidarité. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame, pour vos propos. Et puis, c'est vrai, pour le temps contraint, puisque chacun de nos invités a 10 minutes, à la fois c'est beaucoup et c'est trop court pour tout ce que vous pouvez nous apporter comme témoignage. Donc, sans tarder, je vais passer maintenant la parole à Madame Fahimeh Robiol. Je vais redire, Madame, vos fonctions, puisque vous arrivez en dernier, je l'avais dit tout au début. Donc, vous êtes consultante chargée de cours à l'ESSEC et aux universités de Téhéran et Kaboul, organisatrice de formation à destination des femmes leaders afghanes. Je vous laisse la parole pour 10 minutes, Madame. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs. Merci de me solliciter pour que je parle aujourd'hui. Je suis très honorée. Depuis 2009, je suis allée en Afghanistan pratiquement 2 fois par an. Lors de ces voyages, j'ai pu observer les élections législatives et présidentielles et ressentir dans les différents bureaux de vote la soif des femmes pour exercer la démocratie. J'ai pu rencontrer régulièrement des femmes parlementaires, les sénatrices et les présidents des 2 chambres, où notamment les femmes m'expliquaient les défis auxquels elles étaient confrontées. J'ai participé à une dizaine de conférences et interviews où je pouvais échanger avec les jeunes pleins d'espoir et des médias puissants et pertinents. J'ai pu visiter des écoles où on enseignait le mode alternatif de règlement de conflits aux enfants. J'ai pu faciliter et enseigner. Dès 2009, j'ai pu vérifier, car mon origine est iranienne, que j'avais une légitimité culturelle et académique pour concevoir, conduire et faciliter des programmes pour contribuer au renforcement de la capacité des femmes leaders afghanes afin qu'elles prennent davantage part dans la gouvernance de leur pays. Depuis, plusieurs programmes ont été réalisés en France, à l'ESSEC, en Dari, pour les femmes députées, sénatrices, activistes, médecins, candidates au poste de vice-présidente de la République, elle est présente aujourd'hui, des avocates,
À Kaboul, pour les femmes membres du réseau du ministère des Affaires des femmes et du réseau des femmes membres de conseils régionaux de paix. Et encore à distance depuis 1 an, des programmes organisés par la Maison de paix de l'Afghanistan pour des jeunes femmes futures leaders dans les régions éloignées. À partir de 2007, j'ai enseigné à l'université de Kaboul une véritable agora de connaissances au Master Gender and Women's Studies. Mes étudiants étaient eux-mêmes des professeurs et j'ai pu, par obligation, avoir également, sans problème, des petits-enfants dans mon cours pour que les femmes puissent continuer à venir au cours. Pendant le déroulement de ces programmes et ces voyages, j'ai pu maintenir des contacts avec des femmes, créer un vaste réseau de communication, d'échanges et de conseils sur la méthode pour appréhender un sujet, de l'analyser, pour prendre une décision, apprendre l'art de prise de parole et l'art de convaincre. J'ai maintenu le contact aussi avec les officiers stagiaires à l'école de guerre où j'avais chaque année. Donc s'il y a des questions sur qu'est-ce qu'ils sont devenus ces officiers-là, je suis à votre disposition. J'ai pu témoigner que j'ai toujours été reçue dans un climat de respect mutuel, de confiance et de bienveillance à tous les niveaux de la société afghane. Je me sentais comme un pont qui permettait de véhiculer leur message et leur analyse vers l'Occident. De toutes ces années-là, j'ai gardé un souvenir des femmes, pour la plupart persévérantes, travailleuses et pertinentes. Elles parlaient de leurs souvenirs au temps des talibans, de la situation et leurs défis avec gravité lors des sessions de formation ou des conférences ou conférences de presse, mais elles étaient joyeuses lors des pauses. Aujourd'hui, les femmes et les filles afghanes et le peuple afghan en général est le peuple le plus triste de la planète où qu'il se trouve. Je pourrais parler de ces rencontres ou ces réalisations de programmes pendant des heures, mais je vous donne quelques exemples. En 2011, malgré une situation tendue, j'étais la seule étrangère présente au Parlement à la demande des femmes parlementaires pour être le témoin du déroulement de la séance destinée à s'entendre pour contourner la décision du président Karzai à reporter à une date ultérieure l'inauguration du Parlement. À la suite de cette séance houleuse, une lettre a été adressée au président qui s'est vu contrainte d'inaugurer le Parlement à la date prévue. En 2011, le département d'État américain m'a accordé un budget pour un programme de formation pour faire venir à Paris 10 femmes députées. J'ai choisi celles qui étaient nouvellement élues et qui représentaient des régions très éloignées. Elles n'avaient jamais voyagé. Pour la plupart, leurs maris souhaitaient impérativement les accompagner. Le budget était restreint. Conduire des négociations avec chacun des maris pour qu'ils me confient leurs femmes fut très compliqué, mais ça fut une réussite. Cette première expérience d'émancipation leur a été très bénéfique pour la suite de leur déplacement professionnel. Pendant le programme à l'ESSEC, nous abordions le processus de prise de décision. Il fallait que les députés choisissent par consensus un sujet réel sur lequel elles seraient amenées à employer leur méthode. Après concertation, elles ont choisi l'accord stratégique entre les Américains et le gouvernement afghan. Le projet du texte devait aller au Parlement pour être débattu et voté. J'ai été surprise et en même temps admiratif de l'audace de ces femmes qui entraient dans la vie politique et qui choisissaient un sujet si complexe et de si haute importance. Elles m'ont rapporté plus tard qu'au moment de la présentation du projet au Parlement, elles ont désigné une entre elles pour intervenir. Et grâce à cette préparation, elle a vraiment brillé de ses propositions et par sa pertinence devant l'étonnement général de l'Assemblée. En 2014, à Kaboul, le programme était organisé par PNUD. Il consistait à faire venir 34 femmes à Kaboul depuis 32 régions avec leurs maris. Le défi était double, car certains étaient analphabètes. 2 avaient des bébés, dont une allaitait. Les maris s'occupaient des enfants dans la chambre de l'hôtel pendant que les femmes suivaient le programme. Compte tenu de l'intensité du programme, une semaine résidentielle, les hommes ont commencé à perdre patience. Il fallait mettre en place les séances de rattrapage pour celles qui étaient motivées, mais malheureusement analphabètes, adapter les pauses aux horaires de l'allaitement, ou encore projeter des films documentaires en persan, en famille le soir pour satisfaire les hommes. C'était toutes des actions imprévues à mettre en place pour atteindre les objectifs du programme.
Concernant ce programme, les femmes ont appris, entre autres, le processus de la médiation. Elles avaient travaillé sur la médiation, celles qui avaient travaillé sur la médiation ont rapporté après comment elles ont réglé le conflit de partage d'eau entre deux villages ou comment elles ont pu convaincre les mollahs de leur village pour les autoriser à prendre la parole dans les mosquées après la prière de vendredi concernant la violence aux femmes. Pour le programme 2019 à Paris, où vous nous avez reçus, Madame la sénatrice, compte tenu de l'élection présidentielle et des négociations avec les talibans, la méthode de mise en œuvre de la stratégie pour prendre part dans la négociation de façon significative a été abordée. 3 de ces femmes ont participé 2 semaines après à leur retour à Paris à la première rencontre intra-afghane à Doha. Elles m'ont expliqué que ce programme, encore tout à fait frais dans leur tête, les avait aidées à affirmer leur position au niveau du projet de résolution et pour éviter certains pièges tendus par les talibans. Depuis 2018, ces femmes leaders partageaient avec moi leur inquiétude de la tournure qui prenaient les négociations de paix avec les talibans. Sous leur impulsion et au vu de la conférence d'Istanbul, j'ai lancé une pétition en mars 2021 à laquelle plusieurs sénatrices et sénateurs français ont adhéré. Ces femmes ainsi que les autres femmes afghanes avec de très hauts niveaux de responsabilité d'État et malgré les risques et les menaces ont signé la communiqué qui fut adressé aux décideurs internationaux à ce sujet. Aujourd'hui, où sont-elles? J'ai essayé d'apporter d'aide à toutes pour leur évacuation depuis le mois de mai dernier. Parmi celles qui sont venues en 2019, aujourd'hui, elles sont dispersées dans différents pays. France, Suède, Angleterre, Grèce, Australie, États-Unis, Canada, Iran, Allemagne, Inde et Albanie. Seules 2 sont actuellement restées en Afghanistan. Ces femmes et leurs familles, pour la plupart, ont tout perdu et sont psychologiquement dans une situation dramatique. Nous devons d'aider celles qui sont en France avec leurs familles pour leur rendre plus facile leur niveau de vie au quotidien et leur donner plus rapidement possible accès au travail et à la vie académique de façon digne. Et pour d'autres, entreprendre des actions pour faire entendre leur voix. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame, pour votre intervention. Donc, sur cette première table ronde, les droits durement acquis aujourd'hui menacés, on a eu, grâce à nos 3 intervenants, un aperçu. Ça a même ouvert des pistes sur la façon dont on pourrait continuer à développer notre solidarité, notre soutien et les actions qu'on peut mener pour effectivement assurer une protection à toutes ces femmes qui sont durement frappées par tout ce que font les exactions, je dirais, des talibans. Donc voilà, on a un temps qui est contraint. Vous avez vu que nous avons 3 tables rondes. Donc je vais passer la parole, je vais laisser plutôt la place à la seconde table ronde. Et puis évidemment, je pense que vous avez des questions à poser à nos intervenantes et intervenants, mais il y aura un temps d'échange à l'issue de nos 3 tables rondes, ce qui nous permettra effectivement de poser des questions. Donc j'espère que vous avez noté les questions pour pouvoir les poser tout à la fin. Et nous continuons ces tables rondes que personnellement je trouve passionnantes. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Oui, effectivement, il y a peut-être une frustration sur les questions, mais si on démarre les questions, je crains qu'on déborde sur les tables rondes suivantes. Donc, on va s'en tenir au programme et poursuivre avec cette deuxième table ronde. Donc, j'invite ma collègue Nadège, la sénatrice du Finistère, Nadège Avet, à venir me rejoindre et elle va organiser cette table ronde avec plusieurs interventions. Madame Liseron Boudoul, qui va nous rejoindre également, qui est grand reporter pour TF1. Madame Farida Moment, qui est médecin, professeur et femme politique, ancienne ministre de l'Enseignement supérieur Afghanistan. Et Madame Zénab Salem. Voilà, je vous invite, mesdames, à venir nous rejoindre et je vais confier cette table ronde en essayant de rester dans le timing pour que toutes les personnes présentes puissent poser leurs questions
ensuite. Donc le thème de cette table ronde, c'est évidemment les questions de vie quotidienne des femmes afghanes aujourd'hui avec le retour des talibans. Je vous remercie et je remercie ma collègue Laurence Cohen pour cette première animation et les intervenants, bien entendu. Merci Annick. Donc effectivement, chaque intervenante aura 10 minutes. Je vous remercie. Il nous a semblé important de faire entendre les voix de celles qui sont directement affectées par le retour au pouvoir des talibans. Ces femmes qui ne peuvent plus étudier ni travailler et sont exclues de l'espace public. Ces femmes qui n'ont d'autre solution que de fuir leur pays pour celles qui le peuvent. Ces femmes qui sont les premières victimes de la crise humanitaire que connaît aujourd'hui l'Afghanistan. Nous entendrons tout d'abord Liseron Boudoul. Bonjour, journaliste pour TF1 depuis 30 ans et grand reporter de guerre depuis 10 ans. Merci madame d'être parmi nous ce matin, seulement 2 jours après votre retour en France. Vous étiez... Hier, donc le lendemain, vous étiez la première journaliste française envoyée sur place en Afghanistan fin août, après la prise de pouvoir des talibans. Vous y étiez donc de nouveau il y a quelques jours et vous avez notamment réalisé un reportage particulièrement marquant dans la province d'Herat sur des familles contraintes de vendre leurs petites filles pour survivre. Nous savons que vos rencontres avec les femmes et filles afghanes vous ont marqué. Pouvez-vous partager avec nous certaines de ces rencontres, les témoignages qui vous ont touché? Quelle différence avez-vous constaté entre votre déplacement fin août et début novembre, et entre Kaboul et le reste du pays? Pourriez-vous aussi nous dire quel accueil vous avez reçu, notamment de la part des talibans, en tant que journaliste femme? Après votre intervention, nous entendrons le témoignage de 2 femmes afghanes récemment arrivées en France, qui représentent 2 générations différentes de femmes et de parcours de vie parmi des milliers d'autres. La première sera Farida Momand, médecin, professeure et femme politique. Chère madame, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui et d'entendre votre témoignage. Vous avez connu les évolutions de la place des femmes dans la société afghane depuis 50 ans. Vous avez étudié la médecine à Kaboul dans les années 1980. Vous avez vécu sous le régime des talibans dans les années 1990. Vous avez bénéficié des progrès de la condition féminine qui se sont opérés en Afghanistan depuis 20 ans. Et vous avez même été ministre de l'enseignement supérieur de votre pays. Nous vous laisserons vous présenter votre parcours ainsi que votre vision de la situation actuelle des femmes en Afghanistan. Nous entendrons ensuite le témoignage de Zeinab Salem. Merci madame d'être parmi nous également. Vous êtes une représentante de la jeune génération des femmes afghanes éduquées. Vous vous êtes également impliquée pour le développement de votre pays. Vous avez travaillé pour le programme des Nations Unies pour le développement entre 2014 et 2019. Avant de quitter précipitamment l'Afghanistan cet été, vous travailliez pour la Direction générale de la protection civile et les opérations d'aide humanitaire de la Commission européenne à Kaboul. Vous nous direz quel regard la jeune femme que vous êtes porte sur votre pays aujourd'hui et quels sont les espoirs et projets qui sont les vôtres. Votre témoignage est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, 70% de la population afghane a moins de 30 ans. Nous allons tout d'abord diffuser un reportage vidéo poignant réalisé par Liseron Boudoul il y a quelques semaines. طالبان هم و چې دا شیخ نو کوي شي نه را ماسکه نو کڅرخې مو ورته غریبي مو کولې شي مو کو دوی جرا لاغه شي اگر را باندې ودره په مور پلار کړ یما کو چې ناګه پښکا په 1500 روپۍ دی وا بوجه په 1400 صدا تور وړي دي. On va relancer le reportage pour pouvoir le remettre effectivement au début. D'accord, merci beaucoup. Alors là, en fait, pour vous raconter un peu le début, j'arrive dans la province d'Herat qui se trouve à 1h30 d'avion à peu près de Kaboul. Et j'ai l'intention de faire un reportage sur la crise humanitaire
Donc j'arrive dans cette province où on me dit qu'il y a de grosses difficultés pour rencontrer le peu d'organisations humanitaires qui sont sur place, c'est-à-dire le Programme alimentaire mondial qui est une agence de l'ONU, et Médecins sans frontières, des Français donc, qui eux n'ont jamais quitté l'Afghanistan depuis l'arrivée des talibans. C'est l'une des rares ONG qui officie toujours et qui travaille dans des zones reculées où on constate des situations de détresse et de crise alimentaire très crues depuis quelques semaines déjà. Voilà, alors si le reportage peut être relancé, sinon je vais vous le raconter. Hein. Non, mais je pense qu'on va réussir très rapidement à régler ce problème technique. Je vois que l'organisation de la délégation est mobilisée sur le sujet. Ça y est, on est reparti. Merci et j'espère que le son est suffisamment fort pour qu'on puisse entendre, s'il vous plaît, à la technique. Merci. Non, il n'y a pas la voix. Bon, donc là, je vous fais le commentaire. Donc là, on arrive à Herat et là, on découvre vraiment, c'est ce que je vois tout de suite en arrivant dans cette ville, des dizaines de femmes qui sont là assises par terre, enveloppées dans leur burqa. Et donc je m'approche et je leur demande mais qu'est-ce que vous faites là? Et elles me disent, cette dame me dit, moi avant j'étais femme de ménage. J'avais un petit travail, mais depuis que les talibans sont arrivés, on n'a plus le droit de travailler. Donc là, je n'ai plus assez d'argent pour nourrir ma famille. Et je viens chercher de l'aide auprès des talibans, puisqu'en fait, le gouvernorat de la ville est juste en face. Et là, ce petit regroupement que vous avez vu avant, ce sont des femmes qui viennent vers moi et mon caméraman, qui nous prennent pour des travailleurs humanitaires et qui nous demandent de l'aide. On continue notre enquête dans cette zone-là. Et donc, je vais voir Médecins sans frontières. Ils ont une petite unité dans l'hôpital où ils soignent, où ils accueillent les mamans et les enfants dénutris. Et donc, malheureusement, ce spectacle devant nous, je décide de ne pas montrer tout ce qu'on voit parce qu'il y en a beaucoup plus. Tous les lits sont occupés par des petits-enfants qui manquent de nourriture et dont les mamans sont arrivées là au dernier stade quand elles-mêmes ne pouvaient plus allaiter. Et donc je constate et je parle avec le docteur de Médecins sans frontières et la nurse qu'on voit là dans le reportage, et ils me disent que malheureusement ils ne peuvent pas sauver tous les bébés qui arrivent, et il y en a 2 sur 10 qui meurent. Et ils pensent que la situation va devenir encore plus difficile dans les semaines qui viennent, puisque le manque d'argent, le manque de travail et donc le manque de nourriture va affecter des populations de plus en plus larges, y compris la classe moyenne, puisque la classe moyenne, dans la plupart des villes, n'a plus de travail, les employés des services publics ne sont plus payés. Donc la classe moyenne devient pauvre, et les pauvres, qui étaient déjà pauvres, deviennent indigents. Et donc ça crée une situation que décrit l'ONU depuis déjà quelques semaines, de crise humanitaire qui devrait être, selon les projections de chiffres, la plus dure, la plus intense au monde à l'heure actuelle, pire même que celle du Yémen. Ça veut tout dire. Voilà, donc je ne sais pas si on m'entend la technique. Qu'on voit le petit passage. Oui, tout à fait. Femmes. Donc, Madame Boudoul, en réalité, vous deviez intervenir. On devait voir le film et vous deviez intervenir après. On peut commencer donc, la discussion et les questions. Obligé, non, vous allez être obligé de remettre le masque. On est tous obligés. Je pensais qu'on pouvait l'enlever quand on parlait. Du tout. Donc, merci de garder le masque. Donc, par contre, ce que je vous propose, c'est de faire votre intervention. Et on verra à l'issue de votre intervention si la technique suit. Voilà. Moi, je voulais vous raconter un peu comment j'avais réalisé ce reportage. Donc, je ne sais pas si on pourra le voir au final. Ah, ça commence toujours par un avion. Et il n'y a toujours pas le son. Non, il faut la voir. Ça, c'est le son du... Non, mais je peux vous faire Je peux vous le raconter jusqu'au bout, hein. Donc là, ces femmes donc, me racontent qu'elles viennent demander de la nourriture ou de l'aide aux talibans, puisqu'en fait, elles se sont placées là, en face du gouvernorat de la ville d'Herat. Et donc, toutes ces femmes me racontent toute la même histoire, c'est qu'elles ont des enfants qu'elles ne savent plus comment nourrir. Et cette dame, elle me dit même, moi j'ai 4 enfants, je n'ai plus de travail, je n'ai plus de ressources, et tous les soirs, ils vont se coucher l'estomac vide. Et là, ce sont des femmes qui viennent vers nous, qui nous prennent pour des travailleurs humanitaires,
Et on continue notre petit chemin dans la ville. Et moi, je vois qu'il y a des enfants partout seuls. Il fait très froid déjà. Hein. L'hiver a commencé. Il fait -2 la nuit et la journée fait très froid. Donc on voit des... Ah ben là, il fait déjà -2 la nuit. Et dans les semaines qui viennent, c'est un hiver très très rude, y compris avec de la neige, puisque c'est un pays de montagne. Donc le froid risque en plus d'aggraver cette situation humanitaire. Donc là, on est dans la petite unité de Médecins sans frontières, où l'on voit des bébés malnutris. Et Médecins sans frontières aussi me dit qu'ils craignent le pire pour les semaines qui viennent. C'est même pas pour les mois qui viennent, c'est pour les jours et les semaines qui viennent. La seule organisation humanitaire sur place qui est présente, c'est le PAM, le Programme alimentaire mondial. Et là, cet agent du PAM me raconte qu'aujourd'hui, il y a une distribution, parce que c'est pas tous les jours, de sacs. Alors ces gros sacs sont des sacs de farine, accompagnés de petits sacs de 8 kilos de lentilles. Et donc, il donne ça à une famille pour tenir le mois. Et je lui dis, mais l'huile, comment? Parce que pour cuisiner, il faut de l'huile. Et il me dit, là, on n'a pas d'huile. L'huile, on ne va pas la recevoir avant la fin novembre. Bon. Donc déjà, même au Programme alimentaire mondial, ils ont du mal pour se faire livrer. Et il m'explique aussi qu'ils ont besoin de dons et de subventions, et que depuis... Ah, peut-être que ça repart. Non, on va le faire. Bon. Au fin fond de l'Afghanistan, la région d'Herat, une région très pauvre, prise par les talibans il y a 3 mois. C'est une zone rouge, car des membres de Daesh y ont été repérés récemment. Quand nous arrivons, nous croisons des dizaines de femmes assises par terre. Elles attendent que les talibans leur donnent un peu de nourriture. Mais ce matin encore, rien n'arrive, nous disent-elles. On les sent désespérées. Avec les talibans, nous les femmes, on n'a plus le droit de travailler. Avant, j'étais femme de ménage. Maintenant, je travaille plus. Je n'ai plus d'argent pour acheter de quoi manger pour mes 4 enfants. Je vous jure, chaque soir, ils se couchent l'estomac vide. Un peu plus loin, d'autres femmes nous interpellent. Je ne peux pas vous aider, moi. Elles pensent que nous sommes des travailleurs humanitaires. Nous découvrons une population totalement abandonnée, alors que l'hiver approche. La plupart des organisations humanitaires ont quitté le pays quand les talibans ont pris le pouvoir. Seuls Médecins sans frontières exercent encore ici. Nous voici dans l'hôpital pour enfants malnutris. Tous les lits sont occupés par des bébés sous-alimentés qui luttent pour ne pas mourir. Comme cette petite fille de 7 mois qui ne pèse que 2,3 kg. 1 million d'enfants afghans risquent de mourir de faim cet hiver. C'est le cri d'alarme des Nations Unies. Alors à Herat, le Programme alimentaire mondial, une agence de l'ONU, a décidé d'organiser dans l'urgence des distributions. C'est Guilhem qui gère le stock. Là, c'est la farine de blé et là, ce sont les lentilles. Mais ce matin, il n'y en a pas pour tout le monde. En ce moment, on dépend vraiment de l'aide de la communauté internationale et des donateurs. On a d'énormes besoins d'assistance ici. Si l'aide n'arrive pas vite, alors on va avoir une crise très importante. Car l'aide internationale qui soutenait l'économie déjà fragile de ce pays a été gelée depuis l'arrivée des talibans. Les populations les plus vulnérables habitent loin de la ville, dans ces villages de maisons d'argile. Nous nous y rendons. Ici, pour ne pas mourir de faim, des familles en arrivent désormais à vendre certains de leurs enfants pour acheter de quoi manger. Cette misère fait réapparaître une coutume ancestrale, la vente et le mariage d'enfants. L'impensable se déroule là, sous nos yeux, dans la maison de Nasser. Il est père de 6 enfants, dont la petite Nirsanor, dans les bras de sa mère. Elle ne sait pas encore que ses parents l'ont vendue à un riche commerçant. Pour sauver nos autres enfants, on a dû vendre notre bébé. 500 €. On n'avait même plus 1 centime, plus de farine, plus d'huile, plus de gaz, plus rien. Le cœur brisé, la mère explique qu'avant, sa famille subsistait avec quelques centimes d'euros par jour grâce à l'aide humanitaire. Je pleure chaque nuit, mais comment faire? La vie de ma petite fille va être dure, je sais. Peut-être qu'elle sera revendue après. Je ne veux pas y penser.
L'homme qui a acheté Nirsanor viendra la chercher quand elle aura 5 ans. Dehors, les habitants nous disent que ce sont toujours les filles qui sont vendues. Il y en a qui viennent acheter nos bébés parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a du trafic avec les filles. Et aussi que les acheteurs revendent les organes au Pakistan. Je ne sais pas si c'est vrai. Venez, je vous emmène vers une autre famille là-bas. Dans cette maison d'argile, une autre histoire tragique. Reija s'avance vers nous. Elle a 7 ans. Cette petite fille a été vendue. Oui, pour être mariée. Reija ne dit rien et baisse la tête. Elle sait qu'on l'a vendue à un vieil homme, nous dit sa mère. Vendue pour 500 €. Et pour la même raison, encore une fois. On n'a plus rien à manger dans la maison. Et plus rien ne pousse. C'est trop sec. Et la petite Zarkou, vous allez la vendre aussi? Oui, peut-être. Si notre situation ne s'améliore pas. Une mère aussi désespérée qu'impuissante face à la famine, qui ne semble même plus capable de se soucier du futur de ses propres enfants. La priorité ici, c'est la survie. Et derrière chaque porte, Salam, nous découvrons une situation dramatique. Là encore, c'est un père qui nous explique qu'il a dû vendre sa fille aînée à une riche famille de la ville. Vous comprenez ce que c'est? Plus rien. Plus rien à manger. J'ai vendu ma fille aînée pour sauver cela. Il ajoute qu'il n'a déjà presque plus d'argent pour l'hiver qui arrive et qu'il envisage déjà de vendre cette autre fillette. L'Afghanistan s'apprête à vivre l'une des pires crises humanitaires qu'il ait connues. On a réussi avec la technique. Merci beaucoup. C'est un témoignage poignant, un reportage poignant. Je vais vous laisser Il faut que vous allumiez votre micro. Oui, je disais que pourtant je l'ai vécu, cette histoire, mais quand je regarde ce reportage à nouveau, je suis toujours très émue parce que je pense à toutes ces petites filles que j'ai dû laisser. Parce que c'est ainsi, parce que c'est mon métier. Je pars enquêter, raconter une histoire, mais ça ne veut pas dire que je la vis aussi avec mes tripes. Et depuis, je vous avoue que reviennent sans arrêt à mon esprit ces images et ces visages de fillettes si innocentes et si impuissantes, et pour certaines qui savent qu'elles ont été vendues et peut-être qu'elles vont être revendues plus tard, parce qu'il y a toute une chaîne derrière et un trafic, je pense. Et bien sûr qu'en tant que journaliste, voilà, je suis contente en même temps d'avoir pu recueillir ces témoignages qui montrent une réalité si crue, et on doit savoir, même si ça fait mal. Et en même temps, en tant qu'être humain, depuis, je me dis qu'il faut absolument arriver à trouver une solution, à faire bouger les choses. Et ce reportage a engendré beaucoup de réactions. En tout cas, à TF1, il y a eu beaucoup de messages, beaucoup de mails envoyés pour nous dire que c'était inacceptable et que voilà, il y a des gens qui ont proposé leur aide, etc. Donc je suis en train d'essayer de voir comment on pourrait au moins arriver à sauver les quelques petites filles que j'ai rencontrées. Et voilà, en fait, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que moi, je vous parle du terrain. Je n'ai pas d'analyse de contexte à faire, si ce n'est que j'ai passé 15 jours, là, à nouveau, en Afghanistan, dans cette province éloignée, mais également à Kaboul. Et je n'ai que pu constater, par rapport à ma première mission, j'ai passé un mois également à Kaboul, du 23 août à mi-septembre, je n'ai pu constater que le pays chutait si vite. Je pense que personne, quiconque, n'a pu le prévoir de cette façon. Et les États-Unis sont en train maintenant d'organiser de nouvelles discussions avec les talibans au Qatar dans les prochains jours. Je pense que toute la communauté internationale se rend compte maintenant que si on laisse la situation ainsi, on va avoir des enfants qui meurent, ça c'est sûr, mais peut-être aussi des adultes, des familles entières. Récemment, on m'a dit qu'une fratrie de 8 enfants, de 8 mois à 8 ans, avait été retrouvée morte dans son appartement. Les parents étaient décédés quelques semaines auparavant de maladie. Tous sont morts de faim et on les a retrouvés dans un appartement, comme ça, morts.
Et je pense que ce genre de situation va se multiplier malheureusement, parce que la situation est dramatique. Alors bien sûr que la priorité là-bas, je sais bien que le thème aujourd'hui c'est la situation des femmes. Je peux vous dire que la priorité en ce moment en Afghanistan, c'est pas du tout la situation des femmes, quoi. C'est comment manger. La priorité, c'est d'abord ça pour les familles. Parce qu'il n'y a plus de travail. Les employés n'ont toujours pas été, les employés des services publics, et il y en avait un grand nombre, et des ONG, n'en parlons pas, n'ont toujours pas été payés. Donc il y a des familles qui vivent sans salaire depuis 4 mois, et sans salaire en Afghanistan, ça veut dire sans aucune ressource, quoi. Parce qu'il n'y a plus de possibilité de trouver un petit travail. Les talibans empêchent les femmes de travailler, et l'économie étant au point zéro, elle s'est complètement effondrée. La plupart des entrepreneurs qui avaient des entreprises qui employaient du personnel ont quitté le pays. Donc l'activité économique est réduite à quelques marchés où on vend encore quelques légumes et quelques fruits qui arrivent d'Iran ou du Pakistan. En dehors de ça, très peu de choses, à part quelques cafés ou restaurants qui vivent avec le retour de quelques ONG, de quelques membres des Nations Unies ou de quelques journalistes, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Donc voilà le constat que je peux faire. Je crains malheureusement que la politisation de l'aide, c'est-à-dire qu'en fait le fonds, les avoirs de la banque centrale afghane sont bloqués depuis l'arrivée des talibans. Ça représente plus de 9 milliards de dollars. Donc ils sont toujours gelés, ils empêchent toute reprise, ces fonds-là qui sont bloqués, empêchent toute reprise économique. Voilà, c'est ça la réalité. Et tant que la communauté internationale conditionnera l'aide aux mesures que pourraient prendre les talibans, notamment en matière de droits de l'homme ou de droits des femmes, eh bien rien n'avancera sur le terrain. Et je pense que ça pourrait devenir une erreur historique. Voilà mon analyse crue, mais de terrain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Madame Boudoul. On prendra les questions en fait en toute fin, après les 3 tables rondes. Sinon, on risque de déborder et ne pas respecter le timing. Merci beaucoup pour votre travail et votre éclairage via le reportage. Merci de le regarder. Je vais maintenant inviter Farida Momand à prendre la parole. Madame Momand s'expliquera en dari, donc ses propos seront traduits par un interprète. Donc je vous invite à mettre vos oreillettes. Merci. Je vous laisse la parole. Bonjour. Madame رئیس، اعضای گرامی مجلس سنای فرانسه، حضار در مجلس، سلام و وقتتان بخیر. حضور در این مجلس مهم و داشتن فرصت برای انعکاس وضعیت مردم افغانستان و به ویژه زنان برای من مایه افتخار است. En Afghanistan est un honneur. Les femmes afghanes remercient de l'aide du gouvernement et on remercie cela. La situation actuelle devrait être sous surveillance très précisément de la communauté internationale, et nous avons pu constater vos remarques. En prenant en compte le chaos actuel en Afghanistan, une guerre intérieure, guerre civile, et au fait, ça sera un foyer d'instabilité pour la région et international. En 2021 est une histoire triste du pays et à l'international. Après le 11 septembre, a modifié la pensée et la vision qu'ont pu avoir le monde. Et le terrorisme a pu montrer qu'une région touchée par le fanatisme peut menacer le monde entier. La présence des 20 dernières années en Afghanistan, malgré les erreurs, mais aussi
aussi les progrès par rapport à la situation des femmes doivent être constatés. Les professeurs à l'université et l'accès à l'éducation, pouvoir participer à la politique et aussi aux médias peuvent être considérés comme des pas positifs envers les femmes durant cette époque. Et nous avons pu aussi constater pouvoir travailler main dans la main avec les universités et les médias et travailler aussi au sein des pouvoirs politiques et aussi être des candidats à des postes d'État et aussi la partie accès aux gouvernances, à la gouvernance. Pour nous, ce sont vraiment des pas positifs. Mais pour avoir vraiment cette volonté de changement, on s'aperçoit que dans ce cas-là, tout est possible. Mais quand j'ai eu mon poste dans l'éducation d'enseignement supérieur, j'ai pu constater que dans les universités d'État, étaient dans les procédures qu'on a mises en place durant les 18 dernières années, n'avaient pas permis aux enfants de pouvoir accéder à ces postes. Mais on a pu constater qu'avec la mise en place du digital au sein de l'enseignement supérieur, pouvoir améliorer la situation et aussi s'opposer à la mafia qui nous empêchait de pouvoir y accéder, pouvoir mettre au sein du gouvernement les pouvoirs de décision qui nous permettent de contourner ces problématiques. Le peuple afghan remercie la communauté internationale d'avoir permis, aussi bien au niveau technique qu'au niveau de l'enseignement, de pouvoir y arriver. Avant, nous n'avions pas la capacité de gérer l'enseignement supérieur pour pouvoir répondre aux besoins du marché. Et c'était parmi les autres programmes que j'avais en charge d'adapter les formations aux besoins du travail. Mais aussi pour créer une situation favorable à la démocratie. J'étais la première femme au candidat pour arriver avec l'équipe nationale pour être élu. Et alors que nous étions à la pire situation, la crise de sécurité et aussi des confrontations politiques n'était pas un choix facile. Mais je savais que pour sauvegarder la démocratie, ma responsabilité, mais aussi les autres femmes, dans les objectifs importants que nous avions, nous devions être partie prenante. Alors que le destin que les talibans nous avaient défini avec les plus sombres histoires de notre passé, pour que les droits fondamentaux des femmes puissent avoir lieu, a été contré par les coups de fouet et les tirs de balles. Alors que les femmes devaient aller ne serait-ce que faire ses courses au bout de la rue ou alors pouvoir accès aux soins ne pouvait pas être faites sans l'accompagnement de leur mari. Et les femmes pouvaient accéder aux santé, aux hôpitaux, mais les talibans armés se sont rués dans les hôpitaux et ils ont donc menacé, en prenant en compte des lois islamiques, ont terrorisé les équipes dans les hôpitaux. Et
il était très important à cette époque d'avoir espoir et nous savions qu'à l'époque, avec les erreurs politiques qui ont été créées durant toute cette période, étaient sensibles et fragiles, même avec des mauvaises décisions qui étaient déployées. Alors on peut parler d'une partie de ces difficultés que nous avions, c'était de ne pas avoir mis en place des procédures efficaces pour lutter cela de la part de la communauté européenne, mais aussi des États-Unis. Et le fait que les femmes n'avaient pas accès était considéré comme des membres inférieurs de second niveau et les femmes rencontraient énormément de problèmes. Je peux donner comme exemple en 2019 que j'avais été donc je suis rentré dans les élections présidentielles et je n'avais même pas accès aux médias ou au fait pour pouvoir me faire connaître, je n'avais pas accès. Et que toutes les femmes qui étaient candidats n'étaient pas soutenues, ne pouvaient pas se présenter avec le soutien suffisant. Et donc, c'est une culture ancienne afghane que les personnes qui ont le pouvoir ont un regard critique en la présence des femmes dans les institutions de gouvernance comme l'Assemblée nationale, le Sénat, et l'expérience l'expérience passée mûre ont été pour moi aussi un des événements qui ont fait que cela n'a pas pu se faire de la manière que cela aurait dû être. Donc ces erreurs causées dans un environnement d'insécurité et aussi à la mise en place des politiques erronées a fragilisé ces processus. Donc ne pas avoir de sécurité suffisante pour mettre en place la politique, notamment en ce qui concerne la situation des femmes, l'accès au travail, l'insécurité sociale et politique et aussi la protection des femmes dans les lieux de travail contre les agressions sexuelles et le fait que sont des raisons pour lesquelles les femmes ont été éloignées du milieu du travail. Mais durant les dures périodes de gouvernance de talibans, on pourra revenir sur les deux dizaines d'années passées, les femmes ont beaucoup œuvré, ont beaucoup travaillé pour avoir un soutien politique, social et les pays qui soutiennent, enfin les pays de l'OTAN. Et particulièrement, les femmes ont été le sujet de ces protections. Mais ce qu'on a pu obtenir était finalement fragile et à la merci des talibans. Et il y a eu aussi beaucoup de lacunes qui ont permis que maintenant le gouvernement qui a été complètement lapidé ces derniers temps avec la corruption qui était en place au sein du gouvernement et tous les accès et les progrès qu'on avait pu avoir étaient mis en danger par les talibans. La première partie, quand les talibans étaient au pouvoir, ils l'ont fait par le terreur. Ils ont pu remontrer que de nouveau, avec les talibans ont des rancœurs envers le progrès, envers les femmes et interdire du coup l'accès aux femmes aux postes de travail et ne serait-ce que même le respect qu'on peut avoir envers les femmes, c'est fondamental
fondamentalement la position des talibans envers les femmes. Les 20 dernières années, avec la vérité, le réel que l'on peut constater aujourd'hui en Afghanistan, si la communauté internationale n'intervient pas en Afghanistan, pourra de nouveau redevenir le centre du terrorisme international et d'une crise sans pareille. Et comme il y a une extrême pauvreté, la population peut être attirée par les groupes terroristes comme Daesh. Et donc c'est une vraie menace pour la région, mais aussi internationale. Et cela se retournera contre les pays occidentaux. Et avec les points que je viens de citer, laisser le pays entre les mains des talibans, cela va renforcer le terrorisme international pour la région, pour l'Afghanistan, mais au-delà, va menacer tous ces pays. Vous vous souvenez, on se souvient bien du 11 septembre et la leçon qu'on peut en retirer, que le terrorisme n'est pas lié à un peuple ou une région. Le terrorisme est un problème international. Tout ce qui va se passer en Afghanistan aura un écho au-delà. Et ce qui menace les femmes afghanes va menacer aussi au-delà des frontières. Le monde doit combattre ce terrorisme et ce gouvernement. Nous continuons, nous faisons face au terrorisme international chez nous et on espère votre aide et votre attention par rapport à ce sujet. Merci Madame Momande de votre témoignage. Je vais passer maintenant la parole à Zeinab Salem, qui était une ancienne chargée de mission au PNUD à Kaboul. Madame la Présidente, les dames les sénatrices, Monsieur l'ambassadeur, messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de m'avoir invité à cette table ronde. D'abord, veuillez bien m'excuser, je dois lire mon texte. Comme nous le savons tous, le 25 novembre, c'est le début de la campagne de la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles. Le monde alors commence cette campagne au moment où les Afghanes, femmes et filles, sont dépourvues, sont privées de leurs droits les plus basiques. Et non pas. Moi, je suis Zeinab Salim, je suis avocate et je travaillais dans la Commission des droits de l'homme en Afghanistan et le programme de développement de l'ONU. Et pendant 13 ans, je travaillais avec différentes instances nationales, internationales, et j'ai bien constaté, pu être témoin de la société afghane et la violation des droits de femmes et de l'homme en Afghanistan. Mais avant, je voulais vous entretenir d'une de mes expériences d'enfance. Quand j'étais petite, c'était la première période des talibans en Afghanistan. Ma famille croyait à la formation et à l'éducation de ces filles, de ces femmes. Nous sommes allés à Kaboul pour voir la famille de mon père. Alors j'ai vu que mon cousin allait à l'école et pas mes cousines. Alors les filles cachaient leurs livres dans leurs habits pour aller dans des écoles un peu clandestines. Alors ils disent qu'ils allaient suivre des cours de couture. Nous qui étions très proches d'eux, et que pour nous, il n'y avait aucune différence entre la fréquentation des écoles par les filles et les garçons. Alors, pour que mes cousines ne puissent pas parler ouvertement de leur éducation, aller à l'école, je ne comprenais pas. Les filles dans des écoles clandestines apprenaient juste à lire et à écrire et étaient privées des autres sciences. Même leurs livres pour apprendre à lire et à écrire facilement, c'était difficile.
civile. Et pour moi, c'était une grande surprise pour moi et mon frère et ma soeur. Alors, comme les amis nous ont parlé des grands progrès des femmes à Kaboul et dans les grandes villes, il faut dire que dans les zones rurales et les villes reculées, les filles et femmes sont victimes de toutes les inégalités. Malgré le gouvernement démocratique, malgré les plus grandes puissances du monde, les femmes et les filles dans des zones reculées étaient marginalisées, étaient en train de se battre pour leurs droits les plus élémentaires. Les femmes et les filles pour aller dans les écoles ne pouvaient pas avoir l'accès aux écoles près de chez elles. Ils n'avaient même pas la fameuse taskera et le passeport. Ils étaient privés de leur identité civile et les filles n'avaient pas droit accès à l'école et pour avoir accès aux soins médicaux, ils n'avaient pas l'argent pour payer leurs soins. Aussi bien sous un gouvernement démocratique avec les grands fonds qu'ils recevaient, moi, au mois de mars, j'étais allée à Herat dans le cadre d'une mission. J'inspectais les différentes organisations des droits de l'homme. Les femmes à quelques mètres de Herat étaient privées des hôpitaux. Une fille de 13-14 ans qui avait l'air d'avoir 11 ans tellement elle était mal nourrie et la famille était dans une étable et la famille attendait sa mort. Finalement, une instance humanitaire a obligé la famille à l'emmener voir un médecin. Alors, cette histoire est survenue au centre de la province de Herat. Si je parle de ça, c'est pour pouvoir, alors que les femmes, même au paroxysme de la démocratie en Afghanistan, se trouvaient dans ces situations, je vous laisse imaginer le sort que les femmes maintenant risquent de subir sous les talibans. Alors, là où les hommes n'ont plus de revenus, les femmes sont encore plus victimes et soumises aux violences. Si on regarde les statistiques de violence en Europe, sous le corona, sous la pandémie, les femmes sont victimes de violences. Si on peut comparer ça pour dire que les femmes étaient toujours victimes et n'ont pas toujours les mêmes droits que les hommes. Alors, il y a beaucoup de femmes afghanes ont perdu leur frère et leur mari dans les guerres et elles sont restées mères seules avec leur famille. Il n'y a pas de gouvernement pour les aider. Et au contraire, on les soumet à de plus dures violences. Alors les femmes n'ont pas accès à la justice et étaient victimes des violences des pères et des frères. Maintenant, on parle des violences des talibans. Mais moi, je veux dire que les talibans n'ont rien d'autre à faire. Ils ne se consacraient pas à gouverner. Ils n'avaient pas d'autres débouchés. Alors, c'est pourquoi les dossiers juridiques étaient plus vite réglés. Donc, ils recevaient de l'argent pour pouvoir régler leurs problèmes devant l'OIJRGA, c'est-à-dire alors, c'est souvent les femmes qui étaient payées en droits de talion, en rançon pour réparer une faute.